Des informations marquantes de ce début de semaine. Le milliardaire américain Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui rachète le réseau social Twitter. Prix d'achat 44 milliards de dollars pour une entreprise qui n'est pas rentable. On se demande pourquoi. Nicolas Fleury. C'est une transaction qui donne le vertige. 41 milliards d'euros, voilà la somme déboursée par Elon Musk pour acheter le réseau social Twitter. Un montant à la hauteur de la fortune de l'homme le plus riche du monde. Malgré ses 200 millions d'utilisateurs, l'entreprise est déficitaire. Mais pour le milliardaire américain, ce réseau, scruté par les journalistes, investi par les politiques, sera surtout un outil d'influence. Un média aussi puissant aux mains d'une seule personne, certains s'en inquiètent. Car dans ces entreprises, l'homme d'affaires réputé imprévisible décide seul. De PayPal qu'il développe avec succès dans les années 90, jusqu'à Tesla et SpaceX, il fait fortune avec des projets parfois dignes de la science-fiction. On peut apporter sur Mars la vie telle que nous la connaissons, là où il n'y en a pas aujourd'hui, et s'assurer que s'il y a un jour une sorte de cataclysme sur Terre, la vie continuerait. Certains voient en lui un milliardaire fantasque, d'autres un visionnaire hors du commun. Elon Musk est aussi un libertarien qui apprécie peu les réglementations. Sur Twitter, il veut instaurer une liberté d'expression absolue. Aucun filtre, au risque de laisser des messages racistes ou de fausses informations se propager. Le commissaire européen Thierry Breton a prévenu, le réseau social devra se plier aux règles de l'Europe et poser des limites. Le rachat, quant à lui, devrait être effectif d'ici la fin de l'année. Alors c'est intéressant parce que le débat a déjà commencé pendant ce reportage. Elon Musk qui rachète Twitter, faut-il s'en inquiéter? Qu'est-ce que ça va changer pour nous usagers, mais aussi pour le débat démocratique en général, parce que c'est une agora devenue très importante. J'accueille Asma Mala, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes spécialisée dans le politique du numérique et enseignante à Sciences Po. Nicolas Van Bremerch, bonjour, bienvenue. Fondateur de l'agence Spin Tank, président du cercle de réflexion Renaissance numérique. Julien Pillot, bonjour. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Bonsoir, c'est le soir. Professeur en économie et stratégie numérique à l'école de commerce INSEC. Avec nous, toujours Mathieu Croissando, évidemment, éditorialiste politique. Bonjour. À mes côtés. Et Olivier Lascar, qui est en duplex, rédacteur en chef du pôle digital de Sciences et Avenir. Et puis aussi Avenir, la recherche, auteur d'une biographie d'Elon Musk, l'homme qui défie la science, publiée aux éditions Alizio. Ça sort en juin, mais c'est déjà disponible en précommande. Je commence avec vous, tiens, Olivier Lascar. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, fortune estimée à 270 milliards de dollars. Est-ce que l'argent est son principal moteur ? Non, l'argent n'est pas son principal moteur. Elon Musk, c'est quelqu'un qui a une vision de l'avenir futuriste qui est alimentée par les lectures de sa jeunesse. C'est quelqu'un qui a été élevé au biberon de la science-fiction, que ce soit les comics, la bande dessinée, le cinéma, mais aussi la littérature de science-fiction parfois assez recherchée. Il a des références qui sont assez pointues, Elon Musk. Vous connaissez ces fusées réutilisables qui décollent et qui se reposent sur le sol, comme la fusée de tournesol dans Tintin. Ces fusées, elles se posent sur des plateformes qui sont en mer au large du Cap Canaveral. Ces plateformes, elles ont des noms qui viennent de livres de la science-fiction qu'ils ont signés d'un auteur écossais qui s'appelle Ian M. Banks, qui est vraiment un pape de la SF pour les amateurs érudits de la SF, mais qui est absolument inconnu du grand public. Pourtant, c'est des références dont Musk il les met en avant, quoi. C'est vraiment, il a été biberonné à ça. Donc c'est d'abord la science-fiction et le fait de se projeter dans l'avenir et de peser sur cet avenir. Asma Mala, ce rachat de Twitter, c'est un événement quand même parce qu'il y a Musk, parce que c'est la personnalité d'Elon Musk. Ça nous fascine aussi, quoi. C'est un événement parce qu'il y a Musk, il n'y a pas que de la science-fiction, il y a une idéologie libertarienne derrière qui est en plus matinée d'un fond conservateur, pro-Trump, de l'alt-right américaine. L'alt-right, c'est quoi? C'est une sorte d'extrême droite américaine? Oui, enfin tout le camp pro-Trump qui en fait a fait une OPA politique sur le camp républicain par ailleurs. Et le vent de panique qui est arrivé en Europe et qui fait qu'on en parle ce soir, en réalité vient par capillarité des médias américains qui, eux, à juste titre, s'inquiètent de ce qui se passe parce qu'ils ont un rapport à la liberté d'expression par le premier amendement de la Constitution qui est très permissif.
et qui n'est pas du tout le même qu'on a en Europe et en France. On évoquera notamment le Digital Service Act qui vient d'être acté en Europe. Absolument. Donc cette inquiétude-là vient en fait de la panique, on va dire, du camp progressiste démocrate. Et en vérité, si on prend un tout petit peu plus de hauteur, parce qu'il ne s'agit pas de cristalliser uniquement la question autour de la personnalité de Musk, ça serait un peu... Ah non, mais le débat dure 40 minutes, voilà. Donc on va évidemment... dans le champ des analyses, mais donc si je lance tout de suite le sujet, si on monte un tout petit peu plus de hauteur, si on prend un peu plus de hauteur sur la question politique, en réalité, la démocratie américaine est un moment pivot. On va avoir deux visions qui vont se confronter, cristalliser autour de la question de Musk, Trump, de Musk et Twitter, etc. Mais en réalité, c'est la vision de Musk, libertarienne. Alors avec des impacts qu'on peut discuter, en vérité, il y a deux lectures qu'on peut avoir sur son ambition pour le réseau social. Puis après, il y a la vision d'Obama qui a fait un discours il y a quelques jours à Stanford et qui lui est plus pour une approche un peu à l'européenne sur la régulation et réglementation. Rapidement, libertarien, comment on le définit ? C'est une vision très anti-étatiste sur de la liberté quasi totale. Et donc, en fait, ça se traduit par une modération minimale sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant quand on parle des réseaux sociaux. Nicolas Van Bremersch, Elon Musk, c'est aussi un geek. Est-ce qu'il a une vraie culture des réseaux sociaux ? Peut-être une culture supérieure à d'autres grands patrons de médias sociaux ? Est-ce que vous diriez ça ? Ah oui, ça c'est sûr qu'il s'est construit personnellement. Il est, après je suis pas son biographe, il y a des journalistes plus renseignés, mais il s'est construit personnellement dans son chemin, beaucoup dans un rapport aux communautés en ligne, dans un rapport à une sociabilité numérique, comme d'ailleurs pas mal de personnes un peu... Il est Asperger, il est très surdoué. Il est autiste Asperger. Il est autiste Asperger. Il en a fait le coming out ou l'aveu, etc. C'est un peu compliqué, on ne sait pas exactement jusqu'où, etc. En tout cas, il joue de ce côté, il a un QI complètement surdéveloppé. Et il fume beaucoup. Il fume, voilà. Et il a cette... Donc ça veut dire qu'il perd quelques neurones, ça compense. Bref, on ne faisait pas un débat sur la cigarette. Il est sur le cannabis. Voilà. Ah, le cannabis plutôt. Mais c'est quelqu'un qui adore... J'avais pas l'info, donc moi j'étais un peu basique. C'est ce que je trouve d'intéressant. C'est un hyper stratège. C'est quelqu'un qui brise les équilibres économiques dans des secteurs. Il adore ça. Par une vision stratégique qui déplace la vision de ce que c'est qu'une fusée, la voiture électrique, le solaire, etc. Il adore ça parce que ça vient d'une analyse stratégique qui confronte dans une logique où il est beaucoup sur Reddit, et beaucoup dans des forums de discussion, etc. Reddit, c'est un grand forum de discussion où on descend dans des communautés de manière très profonde dans les sujets. Sur les sujets les plus pointus du monde, vous avez des communautés géniales sur Reddit. Et l'inverse, c'est un mouvement centrifuge et pas centripète. Twitter est plus centripète. Reddit est centrifuge et vous avez des communautés dingues. Et donc, il passe des nuits sur Reddit à discuter, il se confronte, il nourrit des visions stratégiques et puis il réfléchit de manière assez forte et il adore cette confrontation. Et après, il casse les codes. Il crée un point de vue, il joue pas le jeu d'un patron habituel. Il n'a pas cette parole policée, il fume des pétards avec des talk shows, dans des talk shows conservateurs, etc. C'est pas un alt-right et conservateur. Il est plus compliqué. Il est un peu libertarien. On y reviendra. C'est ça, c'est un truc qui brille. Allez, j'essaie de reprendre la main à la dimension politique. On y reviendra un peu plus. Mais je voudrais rester un peu sur l'aspect business avec vous, Julien Pillot. Si on regarde l'empire d'Elon Musk, alors il y a Tesla évidemment, il y a SpaceX, on l'a évoqué, Twitter, bon, c'est pas encore, mais ça va être signé. Neuralink, on parle d'implants cérébraux. Il y a The Boring Company. Alors là, c'est notamment il y a Loop et ses tunnels pour révolutionner le transport souterrain. Est-ce que le fait, Julien Pillot, de posséder Twitter, c'est aussi un atout business pour ces autres entreprises ? Est-ce qu'on peut dire ça ? En tout cas, on peut l'imaginer sans aucune difficulté, puisque quiconque détient un réseau social qui pèse 330 millions d'utilisateurs actifs. Alors, je disais 220 millions, moi, dans les titres, parce que pourquoi il y a deux sources ? Moi, parce que sur les 330 millions d'utilisateurs de Twitter inscrits dans le monde, tous ne sont pas monétisables. En cela que sur Twitter, il y a tout un tas de comptes très anonymisés qui se connectent de façon très sporadique. Il y a aussi beaucoup de bots. De robots, des petits robots qui réagissent de façon très algorithmique, en fait. Donc c'est quoi, c'est 50 millions à peu près, à peu près. Et donc, finalement, tous les utilisateurs de Twitter ne sont pas monétisables en cela qu'ils ne sont pas toujours confrontés à un écran publicitaire qui permet derrière à Twitter de gagner un peu d'argent, voire beaucoup. Et donc, effectivement, lorsque vous maîtrisez une caisse de résonance aussi importante que Twitter, internationale, qui pèse très lourd dans les échanges, qui est très influente,
on peut imaginer que ça peut vous permettre aussi de pouvoir gagner de l'influence de façon à mettre la pression sur les pouvoirs publics parfois pour obtenir des choses assez intéressantes pour vos autres business, notamment dans la question des voitures électriques ou ce qui concerne SpaceX. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder quand même dans un coin de sa tête. Ce n'est pas forcément sur Twitter que Elon Musk peut éventuellement gagner de l'argent de façon très directe, mais il peut se servir de Twitter pour en gagner de façon indirecte sur d'autres secteurs. Mathieu, j'ai une question très basique. Est-ce que ça les vaut? On sait qu'il va débourser 44 milliards de dollars, si j'ai bien compris. Au-dessus de la cote initiale. Est-ce que ça les vaut? Parce que Twitter, ça gagne pas d'argent. C'est pas rentable, on est bien d'accord. Twitter ça a été rentable, je crois, une année depuis sa création. 2018-2019. 2 années. Ouais, alors, beaucoup, il faut faire attention parce qu'effectivement, Twitter a été rentable sur 2 exercices et puis là, les 2 derniers exercices ont été effectivement déficitaires. Le dernier en date, d'ailleurs, a été faiblement déficitaire parce que je pense qu'on parle d'un déficit de 200 millions à peu près. En revanche, l'EBITDA de Twitter est plutôt en progression. Alors, il faut expliquer ce que c'est. Alors, l'EBITDA, c'est la rentabilité financière auquel un investisseur peut s'attendre. Et là, pour le coup, Twitter est plutôt en progression. Et c'est peut-être davantage ce qui est recherché par Elon Musk. Mais c'est intéressant de voir de comparer Twitter aux principaux médias sociaux, réseaux sociaux en nombre d'utilisateurs actifs à travers le monde. C'est évidemment Facebook, enfin Meta, qui est en tête avec près de 3 milliards, 2 milliards 910 millions. YouTube, c'est 2 milliards 560 millions. Ensuite, on a WhatsApp, TikTok, Snapchat et Twitter avec seulement entre 200 et 300 000. On est parti sur 200 000. Nicolas, j'ai du mal avec votre nom, je suis désolé. Van Bremersch, c'est tout simple. Van Bremersch, c'est pas compliqué à dire. Voilà, Nicolas Van Bremersch. Est-ce que ça les vaut? Je reprends la question de Mathieu. Oui, vous pensez que ça les vaut? Moi, je pense qu'il y a une stratégie. Je pense pas qu'il va sur Twitter pour valoriser ses autres participations. Je pense qu'il y va dans la stratégie habituelle qu'il a, d'arriver sur un secteur pour en casser les codes et les équilibres, et qu'il a une stratégie il pratique les réseaux sociaux, il les connaît, il aime Twitter, c'est un produit qu'il pratique et qu'il aime un peu, qu'il surutilise, etc., et qu'il a une vision de où il veut aller. En revanche, aujourd'hui, on ne sait pas quelle est sa vision, où est-ce qu'il a envie d'emmener, mais moi, à mon avis, il a une stratégie industrielle. Il vient là, comme il est allé sur Tesla ou sur SpaceX, pour bousculer l'économie des réseaux sociaux, et là, ça les vaut. Parce que Meta, ça vaut plus que 50 milliards de dollars, et qu'à mon avis, il a l'ambition pour Twitter d'en faire un nouveau, peut-être pas aussi puissant et costaud que Meta, mais de venir bousculer les jeux. Et TikTok, ByteDance ou Meta, ça vaut beaucoup plus que 44 milliards de dollars. Et à mon avis, il veut faire une culbute, de manière très nette. Olivier Lascar, si on jette un petit coup d'œil dans le rétroviseur des différents business d'Elon Musk, est-ce qu'il a toujours, est-ce qu'il transforme tout en or? Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce qu'il y a quand même quelques échecs? Non, il a des échecs. Ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, son amour pour Twitter, il s'explique par ses origines entrepreneuriales. Comme ça a été dit dans le sujet avant le débat, il vient de PayPal, il vient du numérique, il vient du monde du numérique. Donc, depuis la vente de PayPal, il a investi dans d'autres sociétés qui sont toutes celles que vous avez citées et avec lesquelles il a construit du dur, si je puis dire, avec des fusées, des voitures. Ça semble très éloigné de l'univers du numérique, mais néanmoins, il vient de là. Et par ailleurs, dans ces sociétés, il a continué à avoir une approche qui est celle des informaticiens. Vous savez que les informaticiens, quand ils font un programme, le programme peut marcher, mais dès le lendemain, ils font une version bêta. Et puis le surlendemain, ils font une version bêta.1, ensuite une bêta.2. Et à chaque changement, par petites touches, ils modifient le programme de façon à l'optimiser. Musk, il a fait pareil avec ses fusées, c'est-à-dire qu'il fait un lancement avec un moteur fusée, et puis ça marche pas. Si ça marche, il le refait le coup d'après, mais avec des petits changements, histoire de rogner sur les marges, histoire d'améliorer les capacités, les rendements. Et par une série de tests, d'essais et éventuellement de crash, il va modifier son appareillage et arriver à ces engins qui ont des capacités telles qu'il a taillé des croupières dans les parts de marché des acteurs classiques du spatial. Donc il a ce côté informaticien qu'il a toujours eu dans son business, quoi. Oui, c'est intéressant, effectivement. Mathieu, on peut regarder aussi Twitter sous l'angle politique. C'est devenu quand même un outil de communication, quasiment l'outil de communication préféré des personnalités politiques. Ah oui, et en particulier dans cette campagne présidentielle. Je donne un exemple, souvenez-vous, pendant ce débat d'entre-deux tours,
Marine Le Pen a une feuille de papier, elle prend pendant le débat et elle fait Voilà, j'ai fait un tweet sur la qui a Crimée. valeur de preuve, voilà, un tweet sur la Crimée qui a valeur de document, de preuve de sa déclaration passée. C'est vous dire l'importance que ça a pris. Ça a pris beaucoup d'importance parce que on n'aurait pas vu un phénomène comme Zemmour notamment apparaître s'il n'y avait pas eu autant de relais sur les réseaux sociaux. Il serait apparu, mais pas de la même façon et pas avec la même chambre d'écho, parce que Twitter est une formidable chambre d'écho politique et médiatique. C'est aussi un organe de pouvoir. Regardez les débats qu'il y a pu avoir quand Emmanuel Macron se servait de son compte, qu'il avait pourtant créé avant d'accéder à l'Élysée, et ses concurrents ont fait un recours devant l'État pour qu'il ne puisse plus utiliser son compte de président, jugeant que c'était une forme de concurrence déloyale par rapport aux autres, parce qu'il n'avait pas ça. Et puis enfin, c'est sur Twitter que c'est un outil de communication incroyable quand vous voulez faire parler de vous. Le meilleur exemple, une des plus grosses tweetages, je sais pas comment on dit, twitto ou tweeta au féminin, Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau a existé dans la campagne en très grande partie par ses déclarations médiatiques dans les interviews, mais par Twitter. Elle a réussi à se construire un personnage, à fédérer autour d'elle des communautés. Et c'est en gros, il y en a une qui a fait un peu différemment, c'est Marine Le Pen, qui, elle, préfère Facebook, parce qu'il y a ce qu'on appelle de l'engagement, une fédération de communautés beaucoup plus forte. Elle se sert de Twitter pour communiquer, mais beaucoup plus de Facebook, où elle était très, très majoritaire, entre guillemets, dans tous les échanges, jusqu'à la veille du second tour. Alors, ça pose aussi la question de ce que seront les déclarations des politiques sur Twitter, ou des personnalités en général sur Twitter. À ce moment-là, si on se pose si on se demande ce que Elon Musk va changer sur ce réseau social pour éventuellement le rendre plus rentable et devenir un concurrent plus puissant des autres médias sociaux, il y a cette histoire de bouton modifié. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personnalité pourra changer son tweet, le modifier, et donc on n'aura plus le tweet original. J'essaye de bien comprendre ce qui peut se passer. Je réponds très rapidement à la question de l'édit et puis de la modification. Et puis après, parce que c'est une excellente question qui fait la jonction avec la question précédente. Et en fait, elles sont liées. Parce que le modèle économique est aussi, disons, organisé autour d'une pensée politique et idéologique. Bien sûr. Rapidement sur la question de l'édit, aujourd'hui, en fait, quand vous tweetez, vous n'êtes pas en capacité de modifier ou de faire une modification. Donc ça, c'est une des cosmétiques. Mais disons que peut-être que vous aurez un avis différent, mais je ne trouve pas qu'elle cristallise quoi que ce soit d'autre que toujours cette histoire d'être libre, de pouvoir avoir la main sur son contenu, etc. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est en fait les visions du modèle économique qu'il a déjà annoncé et qui sont complètement encouragées, saluées par Jack Dorsey, qui était le fondateur de Twitter. Et en fait, il compte, et c'est pour rejoindre votre point, il compte en fait aller potentiellement sur un modèle d'abonnement. C'est-à-dire que tout d'un coup, Twitter ne serait plus gratuit. Et en charriant, l'envers de ça, c'est charrier toute la désinformation, les trolls, les bots, les fermatrolls, et donc tout ce que ça suppose comme contenu problématique. Oui, parce que ceux qui seraient intéressés pour s'abonner, pour payer, c'est ceux qui pourraient déverser toutes sortes d'informations, parce qu'il y aurait moins de modération. C'est le contraire, c'est-à-dire que ceux qui... En gros, ça serait des barrières à l'entrée, où en fait, on aurait de la qualité de contenu, parce que précisément, les fermatrolls, etc., c'est en fait à peu de frais. Donc ils jouaient sur la viralité, qui, elle, jouait sur la gratuité. Donc si on veut garder le Twitter originel avec de la modération, il faudra payer. C'est une des hypothèses qu'il a déjà annoncées. Et en fait, derrière, c'est la vision libertarienne, dans le sens où, ce faisant, on abolit les questions de modération, puisque la qualité des contenus qui seront, elles, complètement diffusés sur ces réseaux-là, sera beaucoup plus qualitative par l'abonnement. C'est une des hypothèses. Et puis l'autre, qui a aussi été annoncée, c'est l'ouverture de l'algorithme. Oui. Alors l'ouverture de l'algorithme, effectivement, c'est quoi? C'est recommandation. C'est une logique, on appelle ça l'open source, c'est ça, Julien Pillot? Qu'est-ce que ça change là aussi? Alors il ne faut pas être trop technique parce qu'on s'y perd après, mais... Il faut comprendre ce qui est souvent reproché aux algorithmes sur les business numériques au sens très large, parce que ça dépasse Twitter. C'est l'idée selon laquelle, en fait, du fait de votre ultra ciblage qui est permis par l'exploitation de vos données personnelles, parfois très sensibles, on arrive finalement à vous pousser un contenu ou de vous intégrer dans des communautés qui sont autant de bulles de fil qui vous laissent à penser que finalement le monde tourne autour de ce que vous pensez. Et on s'enferme dans son mode de pensée et dans un groupe qui est de plus en plus restreint, une certaine façon. Exactement. Et l'idée en fait d'ouvrir les algorithmes, c'est de regarder déjà de façon très précise comment est-ce que ces algorithmes fonctionnent pour savoir s'il n'y a pas une exploitation abusive de certaines données
qu'on pourrait juger comme très sensibles pour pouvoir faire cet ultra-ciblage, notamment votre orientation politique, orientation pourquoi pas sexuelle ou vos convictions religieuses. Donc des choses qui appartiennent réellement à votre intimité et qui permettent parfois d'aller très très loin dans l'intrusivité dans votre vie privée. Donc ouvrir l'algorithme, c'est aussi quelque part dire aux géants du numérique et notamment à Twitter, attention, parce que ce qui vous permet aujourd'hui aussi de gagner beaucoup d'argent, c'est cet ultra-ciblage publicitaire qui est très 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 prisé des annonceurs. Et là, jusqu'à présent, c'était un petit peu le Far West, vous avez fait un petit peu tout et n'importe quoi en disant quelque part, derrière l'algorithme, il y a le secret des affaires, il est hors de question que vous allez jeter un œil à ce qui se passe dedans. Là, maintenant, avec le fameux Digital Services Act qui a été entériné, en tout cas de façon provisoire, durant le week-end, l'Union européenne, qui va probablement faire des émules, en tout cas en titre individuel, je l'espère, va se donner les moyens dès 2023 de pouvoir regarder ce qui se passe au niveau des algorithmes, les rendre plus transparents pour éviter ce genre de problème. Vous m'offrez la transition toute trouvée pour la chronique de Quentin Calmet, qui était là juste derrière le rideau. Rebonsoir Quentin. Donc cet accord Digital Service Act, c'était ce week-end à Bruxelles, c'est ça? Et c'est un moment historique, Thomas. Rien de moins. Il aura fallu 1 an et demi de travail en coulisses et 16 heures de négociations ce week-end pour parvenir à ce compromis. On a vu Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, se réjouir sur Twitter. We have a deal. Nous avons trouvé un accord et parler du major milestone for European citizens, d'une étape majeure pour les citoyens européens. Les 27 États membres ont donc réussi à se mettre d'accord sur un accord effectivement provisoire. Et on va y revenir. Et sur une nouvelle régulation des plateformes. Le dernier règlement en la matière datait quand même de l'an 2000. Ce nouveau règlement européen sur les services numériques s'appelle donc le Digital Services Act, ou DSA. Il met en place un cadre strict pour les fournisseurs de services sur Internet, comme par exemple l'obligation de retirer promptement, je cite, tout contenu illicite, c'est-à-dire illégal, qui n'inspecte pas les lois des pays membres ou de l'Union européenne. Il oblige, deuxième point, également à la transparence des algorithmes et donc doit permettre aux utilisateurs de les désactiver, ces algorithmes. Enfin, ces plateformes feront l'objet d'un audit indépendant chaque année. Leur surveillance sera menée par la Commission européenne. Cette commission qui a parlé d'une première mondiale en matière de régulation du numérique, parlant d'un principe, ce qui est illégal hors ligne doit également être illégal en ligne. Alors, quels sont les domaines qui sont particulièrement visés par ce nouveau règlement? Eh bien, les priorités sont la lutte contre les contenus et les produits illégaux. Donc, on parle par exemple de l'incitation à la haine, les produits dangereux car vendus en ligne et ne respectant pas les normes ou encore les contrefaçons. Parmi les autres priorités, il y a les atteintes aux processus électoraux, très important. Le texte interdit par exemple le ciblage publicitaire en fonction des données sur les opinions politiques des utilisateurs. Le texte se veut aussi équilibré en notant l'importance de la liberté d'expression. Les plateformes ne doivent pas censurer les contenus. Enfin, il y a tout un volet sur la protection des mineurs, par exemple en empêchant les messages directs d'un utilisateur inconnu à un mineur. Le texte se veut ambitieux, prévoyant des amendes jusqu'à 6% du chiffre d'affaires de ces plateformes, voire même l'interdiction du service dans l'Union européenne. Il prévoit également des obligations particulières comme pour une trentaine de très grosses plateformes numériques, celles qui ont plus de 45 000 utilisateurs. 45 millions. 45 millions d'utilisateurs, merci Thomas pour votre vigilance. Il y a donc des obligations particulières pour ces plateformes. On pense bien sûr à Facebook, YouTube, TikTok ou encore eBay et même Le Bon Coin. Donc il reste quand même quelques étapes. C'est mon dernier point. On le disait, un accord qui est pour l'instant temporaire parce que il doit encore être ficelé techniquement. Il y a des votes attendus du Parlement, du Conseil des ministres européens. Cela peut prendre plusieurs mois. Ensuite, les grandes entreprises auront 4 mois pour mettre en œuvre toutes ces règles. Les plus petites le feront en 15 mois. Fin 2023, ce règlement pourrait donc être totalement effectif. Merci beaucoup Quentin. Voilà, explication très complète sur ce Digital Services Act. À ce moment-là, est-ce qu'on pourrait dire que l'Europe est en train d'inventer la régulation du numérique inventée par les Américains? Alors, moi, je l'ai formulé autrement. Alors, juste pour revenir sur le DSA, c'est vraiment une avancée, pour le coup, symbolique, politique. Et puis le texte, globalement, en tout cas dans sa philosophie, est plutôt très bon. Et c'est une avancée. Et en fait, il vient de quoi? D'une stratégie défensive concernant notre souveraineté numérique, ou plutôt de la perte de la souveraineté technologique qu'on enregistrait jusque-là. Et donc notre dépendance extrême dans nos usages aux big tech, ce qu'on appelle les grandes plateformes tech américaines. Et de ce point de vue-là, finalement, ce qui était défensif jusque-là devient finalement l'Europe
par son retard, est en train d'être en avance d'une certaine façon avec ce texte. C'est absolument incroyable. Comme quoi, il y avait pas de fatalité. Et surtout, on est bon sur la norme, quoi. On est très bon sur la norme. Et Obama lui-même, dans ce fameux discours que j'évoquais tout à l'heure, en fait, le camp progressiste démocrate et une partie du champ académique américain regarde de très très près ce qu'on fait en termes de réglementation. Vraiment. Et le DSA et le DMA aussi, qui sont jumeaux sur la question de l'antitrust, sont très regardés en fait par une partie des décideurs américains. Mais juste pour revenir sur le DSA, au-delà des mesures qu'on pourrait détailler, qu'on a détaillées, ce qui est très intéressant tout d'un coup, c'est que par ce texte, on territorialise les big tech, c'est-à-dire que tout d'un coup... Les big tech, c'est-à-dire les géants du numérique, et en l'occurrence les réseaux sociaux, et en l'occurrence donc Twitter. C'est-à-dire que vous avez une obligation de respecter la réglementation européenne et qui elle-même renvoie au cadre légal national, et donc chez nous, l'ensemble des contenus illégaux qui doivent être modérés, qui sont encadrés par la loi 1981, le code pénal, etc. Nicolas Van Brommersch, est-ce que ça veut dire que les craintes qui s'expriment déjà, et qui s'expriment, vous le disiez tout à l'heure, aux États-Unis sur les risques d'une prise de contrôle de Twitter par Elon Musk, peut-être une espèce de boîte de Pandore ouverte encore un peu plus grand sur la haine en ligne, c'est minoré en France grâce à cette loi européenne, enfin ce texte européen? Le risque n'existe pas vraiment en Europe, d'après vous? Il y a toujours des risques parce que pour l'instant, il n'y a pas de contre-pouvoir sur un certain nombre de pouvoirs de censure que pourrait avoir ceux de Elon Musk à ce stade. Il pourrait décider de couper le micro ou le Twitter à certaines personnes. Pour l'instant, il n'a pas de garde-fou ou de contre-pouvoir de fait. À l'inverse, il peut décider d'en réintégrer, par exemple Donald Trump. Ou il peut décider d'en réintégrer à ce stade, etc. Mais ça concerne beaucoup les États-Unis. En revanche, effectivement, en France, il est déjà soumis à la LCEN. La loi pour la confiance dans l'économie numérique. Il est déjà soumis à des lois. Twitter est déjà en bataille dans des sujets. Il y a déjà des réclamations, des obligations de modération, etc., etc. Il y en a, je veux dire. Et c'est déjà le cas en Europe, c'est déjà aussi le cas aux États-Unis, moins, mais quand même aussi, etc. Donc il n'y a pas de sentiment de Far West, d'impunité, ça n'existe pas. On a beaucoup imaginé qu'il aurait tout pouvoir pour tout faire, etc. C'est pas vraiment le cas. Évidemment, il a plus de pouvoir parce que il vient et puis il peut faire un peu ce qu'il veut, mais il a aussi une matinée d'intérêt économique et de régulation assez forte. Et je pense que le DSA va s'imposer. Et la concomitance des deux montre un chemin intéressant. Ça peut pas être le seul chemin de l'Europe, parce que si on veut regagner de la souveraineté technologique, il faudra qu'on remonte par en bas notre écosystème industriel et notre pouvoir technologique. On a perdu la bataille des réseaux sociaux, on n'est pas opérateur de ça, donc il va falloir qu'on le regagne. On ne peut pas faire que de la régulation, mais cette régulation, elle fait à jouer. Le RGPD qu'on avait fait sur la protection des données, le règlement en général sur la protection des données, inspire beaucoup d'autres régulations dans le monde entier, et ça c'est quand même une force, c'est quelque chose d'intéressant. Et on progresse dans ce chemin. Je vais vous poser une question de béotien, mais j'ai du mal à comprendre le concept de territorialisation de Twitter. Qui va contrôler d'où je me connecte et qui va contrôler ma nationalité? Donc c'est l'adresse IP. Non mais c'est l'adresse IP. Oui, mais de toute façon, l'anonymat n'existe pas. C'est-à-dire, on sait parfaitement aujourd'hui, c'est du pseudonymat, on sait parfaitement vous identifier, vous géolocaliser, on sait parfaitement qui vous êtes en réalité. Ceux qui insultent sur Twitter le savent pas forcément, parce qu'ils prendraient peut-être pas le risque. Certains le savent. Oui, mais après, ils s'en rendent compte. C'est pareil dans la rue. On s'est retracé. Depuis le sol français. Aura un Twitter différent d'une connexion sur le sol allemand ou d'une connexion sur le sol mexicain. Et par ailleurs, indépendamment oui, et la gendarmerie d'ailleurs c'est le faire, ou la police, ou les différents parquets, mais surtout, c'est-à-dire que Twitter, en fait, on a l'impression que c'est un réseau mondial, et c'en est un. Mais en fait, il est territorialisé déjà par la question de la langue et de la culture. Vous parliez des présidentielles, la campagne présidentielle française, qui a eu beaucoup lieu aussi sur Twitter, sur des réseaux sociaux. Mais en réalité, ça concernait le microcosme franco-français, par la langue, par la culture, par l'agenda national, etc. Donc on sait de toute façon... Et par les règles. Et par les règles, puisque les règles de la France s'appliquaient à Facebook, à Twitter, à Instagram, pour la campagne électorale, et qui ne sont pas les mêmes qu'en Colombie ou qu'en Argentine. Et le DSA renvoie à l'ARCOM. D'accord, tout à fait. Donc l'ARCOM, c'était le CSA avant, et maintenant c'est l'autorité de régulation, à la fois médias audiovisuels et médias sociaux. Qui, par parenthèse, n'a pas beaucoup de moyens. Donc la question de la faisabilité... Oui, mais c'est une vraie bonne question. Olivier Lascar, je reviens vers vous, peut-être pour savoir comment se comporte le patron Elon Musk dans ses autres business vis-à-vis des réglementations. C'est intéressant. Il a Tesla, etc. Il se plie aux réglementations.
Alors, c'est quelqu'un qui a du mal à se plier aux règles. On l'a vu en d'autres occasions. Sur le sujet du Covid, et il avait utilisé notamment Twitter pour critiquer les règles du confinement. Il ne comprenait pas qu'il ne puisse pas ouvrir ses usines au Texas. Il incitait ses ouvriers à continuer à venir y travailler. Donc, il a beaucoup de mal avec les règles. Et d'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, le mur sur lequel il est en train de se casser le nez, c'est le mur législatif. Parce que ces entreprises, d'un point de vue technologique, elles arrivent à un certain raffinement technologique. Ce n'est pas encore complètement opérationnel. Vous voyez que la voiture autonome, il rêve, il promet qu'un jour, il y aura une voiture autonome, une voiture qui roulera toute seule. On ne sait pas encore le faire, il ne sait pas encore le faire. Mais c'est quand même assez perfectionné. Il y a cette entreprise Neuralink qui a été citée tout à l'heure. Neuralink, c'est une entreprise dont l'objet est de constituer des implants, de construire des implants à mettre dans le cerveau qui permettront de contrôler des machines par la pensée. Ça paraît complètement SF et futuriste, mais c'est un champ de recherche qui existe depuis des décennies et bien avant Musk. Jusqu'à présent, on utilise des implants cérébraux pour traiter des maladies, par exemple la maladie de Parkinson. Il y a des personnes qui sont équipées comme ça de petits implants dans le cerveau qui permettent d'envoyer des influx électriques qui vont contrer les influx produits malheureusement par le cerveau de ces personnes et qui génèrent les tremblements des membres. Donc ça, on sait déjà le faire. Ce que dit Musk, c'est que demain, avec les implants de Neuralink, une personne en pleine forme pourra être équipée et pourquoi pas jouer aux jeux vidéo par la pensée. Or, aujourd'hui, il n'y a pas un cadre légal qui permettrait à Musk aux États-Unis de faire ces expérimentations sur des personnes saines. Donc là, on touche du doigt la problématique de... il a besoin, finalement, s'il veut continuer à avancer sur le chemin qu'il s'est tracé, il a besoin de lois à sa main, en quelque sorte. Et c'est là où le projet, et on n'est plus dans le projet, c'est là où le rachat de Twitter peut avoir le sens de soft power qui a été évoqué au début de ce débat, c'est-à-dire que en devenant une sorte de Citizen Kane du numérique, parce qu'on compare beaucoup Musk à Iron Man et Tony Stark et ses références de super-héros, mais en fait, il est en train surtout de jouer Orson Welles et Citizen Kane. Il se construit un empire médiatique et d'influence considérable, parce qu'aujourd'hui, ce sont les réseaux et c'est le numérique qui joue ce rôle-là. Donc, en ayant cette force de frappe, il va avoir l'oreille des politiques, il va avoir les amitiés qu'il lui faut pour peut-être demain avoir un État aux États-Unis qui lui permettront d'aller au bout de ces expérimentations. Oui, alors on va continuer, on l'a déjà évoqué, mais aller un peu plus loin autour de cette idée liberté d'expression ou business de la haine. Écoutez ce qu'en dit Julia Cagé, l'économiste Julia Cagé, c'était ce matin sur France Inter, plutôt inquiète de ce rachat de Twitter par Elon Musk. Et Musk le rachète avec un certain nombre d'envies de modifier le fonctionnement de ce réseau social. Notamment, il le rachète au titre de ce qu'il appelle la liberté d'expression. Donc il faut quand même le recontextualiser un tout petit peu. Ce qui a marqué l'histoire récente de Twitter, c'est le bannissement à vie de Donald Trump suite à la prise du Capitole du 6 janvier 2021. Et là, on a vu finalement le rôle joué par les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, Facebook, comme instrument finalement de propagande et de mobilisation de la part de l'ancien président états-unien. Et donc, on a vu le danger des réseaux sociaux. Face à ça, les réseaux sociaux ont réagi. Ils ont dit bon, on va bannir Donald Trump parce que ça lui donne trop de pouvoir. Il y avait 89 millions de followers de Donald Trump sur Twitter. Et là, Musk dit non. Twitter est un lieu de liberté d'expression. Toutes les expressions doivent pouvoir s'exprimer sur Twitter, c'est-à-dire y compris celle d'un Donald Trump qui nierait, par exemple, la validité des résultats électoraux. Et c'est pour ça, finalement, qu'il reprend la main sur le réseau social. Julien Pillot, si on élargit, si on sort un peu de Twitter et qu'on pose la question des réseaux sociaux ou des médias sociaux d'une manière générale, la haine c'est aussi un business, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, si c'est peut-être un peu binaire ce que je veux dire, mais si ces réseaux sociaux ne dépensent pas beaucoup d'argent sur la modération, c'est parce que ça leur en rapporte.
Alors jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, et là on va faire peut-être un peu de prospective sur ce que pourrait devenir Twitter si vraiment Elon Musk allait au bout de son idée. Mais effectivement, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, avec ces bulles de filtre qui fédèrent des communautés et qui parfois les jettent les unes contre les autres, ça crée évidemment de l'engagement, ça crée beaucoup d'interactions, et cette interaction, ça fait des vues, et ces vues, ça génère des revenus publicitaires parce que ça crée de l'impression publicitaire. Donc évidemment que ça rapporte. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une vieille loi qui est bien connue des économistes, qui s'appelle la loi de Gresham, du nom d'un banquier britannique du XVIe siècle, qui dit que la mauvaise monnaie finit toujours par chasser la bonne. Ce banquier-là avait analysé que dans un système où cohabitaient deux monnaies qui ont chacune un cours légal, finalement, la monnaie de moins bonne qualité va finir par chasser la monnaie de meilleure qualité simplement parce que les coûts liés à son utilisation sont inférieurs, parce qu'il y a moins de contrôle, etc., etc. Et in fine, les agents économiques finissent toujours par arbitrer massivement, en volume, en faveur de la mauvaise monnaie plutôt que de la bonne. Et ce principe, en fait, on peut l'appliquer dans beaucoup de business, et notamment dans les business de type réseaux sociaux. Je l'ai appliqué moi-même dans une série de travaux de recherche. Et effectivement, on se rend compte que pour des raisons qui sont assez similaires à celles que je viens d'évoquer, il arrive très fréquemment que finalement une certaine monnaie finissent par chasser des utilisateurs qui sont de meilleure qualité parce que plus nuancés et parfois parce que plus monétisables. On peut prendre par exemple l'exemple de Facebook. Facebook a commencé à se démonétiser à partir du moment où finalement les populations peut-être les plus nuancées, mais également celles qui sont les plus jeunes ont commencé à sortir d'elles-mêmes du réseau parce que finalement ils n'y trouvaient plus leur compte, ils trouvaient plus d'informations intéressantes, et puis c'est pas très sympa d'être sur le même réseau que grand-père et grand-mère en fait. Et en fait sur Twitter, imaginons qu'on aille jusqu'au bout de la démarche d'Elon Musk. Si au final, vous, en tant que personne nuancée, vous avez besoin d'un thread, d'un fil de discussion de 10 tweets en 200 caractères pour pouvoir exposer une pensée complexe, si in fine vous vous retrouvez en face de, je vais ouvrir des guillemets, mais de trolls des cavernes qui viennent juste pour vous insulter, vous allez vite en partir de Twitter. Et in fine, qu'est-ce qui pourrait rester? Si je fais un petit peu de prospective, finalement les gens qui ont une utilisation professionnelle de Twitter, et puis ensuite, les personnes les moins modérées, d'ailleurs qu'elles soient d'un côté de l'échiquier politique ou de l'autre. D'accord. Oui, c'est effectivement une analyse intéressante. Vous vouliez intervenir? Oui, c'est déjà un peu le problème de Twitter. Aujourd'hui, Twitter se monétise mal, et c'est un endroit centrifuge, c'est un endroit de convergence, c'est un endroit d'espace public, d'affrontement de communautés, où il reste des médias, des journalistes, des communautés qui se rassemblent et qui s'affrontent, et qui perdent en intérêt de ce point de vue-là, et qui retrouvent de l'intérêt régulièrement. C'est un endroit de liberté intéressant. Là, guerre en Ukraine. Il n'y a aucun autre espace pour fabriquer ce que Twitter fait en termes d'information, d'émergence, etc. Oui, avec le mot dièse Ukraine noire, quoi, tout simplement. Alors on y trouve de tout, on y trouve de la désinformation, on y trouve des sources fiables, on y trouve de tout. Voilà, du relevé, etc., qu'on n'arrive pas, donc qui a une fonction très forte. Et donc moi je pense que la modération, il va la retrouver. Il n'y a aucun endroit qui n'est pas modéré. Il y a aucun les rares espaces qui ne sont pas modérés, qui ne sont pas organisés, qui n'ont pas des règles, etc., sont des espaces horribles, etc., de contre-culture. Et ça n'est pas ce que Musk a pour envie, parce qu'il a 200 et quelques millions d'utilisateurs actifs chaque jour, qui sont utiles, qui sont beaucoup en Europe et pas aux États-Unis, en très large majorité. Et donc, il a envie quand même qu'ils soient actifs. D'accord. Il a envie de les conserver. Pardon de vous interrompre, mais je vais garder une dernière question pour Olivier Lascar, parce qu'il faut quand même se la poser. Est-ce que Elon Musk a des ambitions politiques? C'est-à-dire, est-ce qu'il rachète Twitter, peut-être, j'en sais rien, pour se présenter à la prochaine présidentielle américaine? Il n'y en a pas besoin. Moi, je ne crois pas. Non, je pense pas qu'il y ait un projet politique personnel de la part de Musk. Il est trop focalisé sur ses propres entreprises et sur le devenir de ses propres entreprises. Par contre, je pense qu'il va développer, comme je l'ai dit tout à l'heure, ses connexions politiques, ses accointances politiques. On a vu dans le passé sa proximité avec Trump, qui était une proximité parce qu'ils allaient tous les deux dans la même direction. Quand Trump a été président, il a exigé de la part de la NASA que la NASA organise le retour des astronautes sur la Lune, alors que la NASA était partie plutôt sur un scénario qui visait à construire une station spatiale un petit peu comme la fameuse ISS, mais en orbite de la Lune. Et là, Trump a tapé du poing sur la table en disant que lui, ce qu'il voulait, c'était qu'il y ait des bons hommes sur la Lune, puisqu'évidemment, ça lui permettait de devenir le président du retour sur notre satellite. Ce faisant, il a permis la conclusion très vite.
d'avancer à marche forcée sur son propre vaisseau, le Starship. Donc, l'intérêt de Musk sur la politique, c'est quand la politique lui permet de faire avancer ses billes dans son business. D'accord. Je ne pense pas qu'il se présentera, lui. C'est d'abord ça. Merci beaucoup, Olivier Lascar. Elon Musk, l'homme qui défie la science, c'est le titre de votre livre qui est publié donc, au mois de juin aux éditions Alizio et disponible en précommande. Merci à tous d'avoir participé à ce débat.